Bonjour. La séquence précédente avait porté sur le dacryocyte ou hématie en larmes. Les dacryocytes sont des hématies allongées avec une extrémité arrondie et l'autre effilée, mais dont la pointe reste arrondie. La présence des dacryocytes sur le frottis sanguin révèle une myélofibrose, une thalassémie, une hématopoïèse extramédullaire ou encore des métastases au niveau de la moelle osseuse. Le sixième épisode que nous vous présentons aujourd'hui porte sur deux globules rouges morphologiquement anormaux que sont l'elliptocyte et l'ovalocyte. Mais avant de parler de l'elliptocyte et de l'ovalocyte, il est indispensable de rappeler que le globule rouge normal est une cellule sans noyau, ayant l'aspect d'un disque avec une membrane cytoplasmique régulière et un centre plus clair dont le diamètre est de l'ordre du tiers du diamètre total de la cellule. À l'état normal, le globule rouge ne contient pas d'inclusion intracellulaire visible. Toute variation traduit donc une anomalie cellulaire et une pathologie. Les elliptocytes et les ovalocytes sont des globules rouges de forme anormale. Ce sont des hématies allongées en bâtonnets dont les extrémités sont arrondies et les bords latéraux plus ou moins parallèles. Alors, quelle est la différence entre un elliptocyte et un ovalocyte? Si le grand axe est au moins 2 fois plus long que le petit axe, on est en présence d'un elliptocyte. Par contre, si le grand axe a une longueur inférieure à 2 fois celle du petit axe, on a affaire à un ovalocyte. Une parenthèse, il ne faut pas confondre un elliptocyte avec un drépanocyte. Comme on le voit sur ces images, les extrémités des elliptocytes sont arrondies, alors que celles des drépanocytes sont pointues. Le nombre d'elliptocytes est variable. On admet qu'il est anormal au-delà de 10% des hématies. Alors, dans quelle pathologie peut-on observer les elliptocytes? L'elliptocytose se rencontre dans tous les types de thalassémie, les anémies fériprives, certaines dysmyélopoïèses et dans l'elliptocytose héréditaire. Alors, cela dit, analysons ensemble ce cas. Daniel, un homme âgé de 19 ans, sans antécédent clinique, se présente devant le médecin pour réaliser un bilan pré-embauche. À l'examen physique, l'état général est bon,
Les conjonctives palpébrales sont colorées, les conjonctives bulbaires anictériques. L'examen physique n'a pas montré des splénomégalies ou des pâleurs des téguments et des muqueuses, ni d'autres signes cliniques associés, pouvant faire penser à une maladie quelconque. Le médecin demande alors à Daniel une série d'analyses pour faire un bilan hématologique et un bilan biochimique. L'hémogramme fait à l'automate d'hématologie est normal. Sur le frottis sanguin, on observe de nombreux elliptocytes représentant 20% des globules rouges. Les résultats des analyses biochimiques demandées sont sans particularité. Toutefois, seule la lecture attentive du frottis sanguin périphérique a révélé que 20% des globules rouges étaient des elliptocytes. Maintenant, on vous pose deux questions. Quel est votre diagnostic? Quelles sont les autres analyses nécessaires pour ce cas? Pour répondre à ces deux questions, nous rappelons les hypothèses diagnostiques d'une elliptocytose. Les thalassémies, peu probables, car le patient ne présente aucun signe en faveur d'une thalassémie. Anémie fériprive, exclue, car l'hémogramme est normal. Syndrome myélodysplasique, exclu, car le tableau clinique n'est pas typique. Le médecin pense donc à une elliptocytose héréditaire des découvertes fortuites. Le médecin conclut donc à une elliptocytose héréditaire et demande des examens paracliniques. Le test de la résistance osmotique pour le dépistage d'une sphérocytose est normal. Le bilan biochimique n'a pas montré des signes d'hémolyse car l'aptoglobine et la bilirubine totale sont normales. L'enquête familiale, basée surtout sur le frottis sanguin, a été demandée, mais M. Daniel a refusé de collaborer. Le diagnostic de l'elliptocytose héréditaire a été confirmé par le test génétique qui a révélé une mutation située sur le gène SPTA1 codant pour la chaîne alpha de la spectrine. Alors, qu'est-ce que l'elliptocytose héréditaire? L'elliptocytose héréditaire est une affection du cytosquelette du globule rouge. En Europe, cette maladie a une incidence annuelle de 1 cas sur 2000 dans tous les groupes ethniques et les races. Aux États-Unis, l'incidence annuelle est de 3 à 5 cas sur 10 000. Ce chiffre peut être sous-estimé vu la grande fréquence des formes asymptomatiques. Cette pathologie a une grande prévalence en Afrique et en Asie du Sud-Est.
L'elliptocytose héréditaire est due à une anomalie qualitative de la spectrine qui entrave la polymérisation spontanée des formes dimériques en tétramère de la spectrine. L'anomalie génétique est variable. Dans environ 70% des cas, c'est une mutation qui se situe sur le gène SPTA1, codant pour la chaîne alpha de la spectrine, entraînant un point de faiblesse dans le maillage constituant le squelette érythrocytaire. Les autres cas, soit 25 à 30%, résultent des mutations du gène EPB41, codant pour la protéine 4.1R, qui se lie normalement à l'actine et à la chaîne bêta de la spectrine. Dans de très rares cas, la mutation se situe sur le gène SPTB, codant pour la chaîne bêta de la spectrine. L'elliptocytose héréditaire est une maladie à transmission autosomale dominante qui touche le plus souvent des sujets de race noire. La clinique est très variable, allant de la forme asymptomatique à l'anémie chronique. Les formes légères comportent une hémolyse bien compensée, sans anémie, mais qui peut se compliquer d'épisodes d'hémolyse aiguë au décours d'une infection virale qui stimule le système monocytaire macrophagique comme l'hépatite, la cytomégalovirose ou la mononucléose infectieuse. Dans la forme hémolytique chronique, on observe une hémolyse franche, une anémie avec une concentration d'hémoglobine entre 8 et 10 grammes par décilitre, avec une hyperbilirubinémie et une splénomégalie. L'elliptocytose héréditaire étant souvent asymptomatique, les cas de découverte fortuite sont les plus fréquents. Seule la lecture attentive du frottis sanguin apporte un élément décisif dans la démarche diagnostique. Je le répète, seule la lecture attentive du frottis sanguin apporte un élément décisif dans la démarche diagnostique. On note la présence de plus de 10% d'hématies en forme d'ellipse sur le frottis sanguin. Les autres analyses à effectuer sont la numération formule sanguine, le bilan biochimique d'hémolyse et les tests génétiques. Chers camarades, les anomalies morphologiques des cellules sanguines sont nombreuses. Comme nous venons de le constater chez M. Daniel, seule la lecture attentive du frottis sanguin a apporté un élément décisif dans la démarche diagnostique. L'automate d'hématologie est nécessaire, mais pas suffisant pour poser un bon diagnostic. La production de l'émission Morphologie en hématologie que vous venez de suivre est une action située au premier stade du processus de changement de comportement, c'est-à-dire le stade cognitif. La finalité étant d'atteindre le stade conatif en passant par le stade affectif. Ce message pour le changement de comportement invite les laboratoires équipés d'automates d'hématologie à ne pas abandonner la lecture minutieuse des lames de frottis sanguins périphériques. Ce message pour le changement de comportement
invite les laboratoires dépourvus d'automates d'hématologie à rechercher, en plus de la formule leucocytaire, les anomalies morphologiques des éléments figurés du sang. Le changement des comportements anciens et l'adoption de nouveaux comportements améliorera la qualité de nos services et produira la satisfaction de nos clients. En bref, il ne suffit pas de connaître toutes les anomalies morphologiques des cellules sanguines, mais il faut les rechercher chez tous les patients pour ne pas passer à côté des vrais problèmes des malades. Nous vous remercions d'avoir suivi ce 6e épisode intitulé Elliptocytes et vous annonçons que la 7e séance portera sur le kératocyte. Au revoir et à la prochaine.